Bienvenue. Avant de commencer l'histoire, j'aimerais savoir d'où vous écoutez et à quelle heure vous aimez les entendre. Je vous lirai dans les commentaires. Sans plus attendre, commençons. Musique. La lampe de poche tremblait dans ma main, pas à cause du froid. Même si l'hôpital était toujours glacial la nuit, c'était plus que ça. J'avais un nœud au ventre que je ne parvenais pas à expliquer. J'avais travaillé comme gardien de nuit à l'hôpital général, San Lorenzo pendant près de 3 ans, et je ne m'étais jamais senti ainsi. Le service de néonatologie, de minuit à 6 heures du matin, était paisible. Du moins jusqu'à cette semaine-là. Les bébés dormaient, les moniteurs émettaient des bips réguliers, et le seul bruit qui rompait le silence était le ronronnement de la climatisation ou le frottement de mes pantoufles sur le linoléum ciré. Mais cette nuit-là, quelque chose clochait. Je l'ai su dès mon arrivée. L'hôpital était vieux, un de ces bâtiments qui semblent contenir plus d'histoire qu'ils n'en racontent. Construit dans les années 1970, les couloirs du service de néonatologie étaient longs, avec des murs blancs délavés qui sentaient le désinfectant. Les néons clignotaient de temps en temps, et les techniciens disaient toujours que c'était dû à un câblage vétuste. J'appréciais le service de nuit car c'était calme, et après avoir passé la journée avec mes 2 jeunes enfants, Lautaro et Sofia qui couraient et criaient sans arrêt, l'hôpital était un havre de paix. Ma femme, Clara, plaisantait en disant qu'elle travaillait de nuit pour échapper aux couches. Je n'avais pas tout à fait tort. Mais le salaire supplémentaire m'aidait à payer les factures, et je n'étais pas du genre à me plaindre. J'avais quitté un emploi en usine pour celui-ci, à la recherche d'un emploi plus stable qui me permettrait d'être plus présent pour ma famille, même pendant la journée. Ce soir-là, comme d'habitude, j'ai fait ma première tournée à 23 heures. J'ai vérifié les portes d'accès et les moniteurs du service de néonatologie, m'assurant que tout était en ordre. L'infirmière de garde, Marcella, était au poste de contrôle, feuilletant un magazine tout en sirotant un café. Elle m'a salué d'un hochement de tête fatigué et s'est remise à sa lecture. Tout était normal. J'étais assis sur ma chaise près de l'entrée de la pièce, avec mon thermos de maté et un carnet où je notais les temps de mes rondes. L'horloge indiquait 12h15. Quand je l'ai entendu pour la première fois, c'était un cri, pas le cri aigu d'un bébé, mais quelque chose de plus profond, de plus brisé, le son d'une femme qui pleure, mais pas un doux sanglot, un son qui déchirait l'air comme s'il se déchirait de l'intérieur. Cela provenait du couloir reliant le service de néonatologie à l'escalier des urgences, à une dizaine de mètres de là où j'étais assis. Je restais immobile, tenant mon compagnon à mi-chemin de ma bouche. Les pleurs continuaient par intermittence, comme si quelqu'un essayait de les retenir sans y parvenir. J'ai regardé vers le poste de soins infirmiers. Marcella continua sa lecture, imperturbable. Elle ne l'avait pas entendu. Je me demandais si la fatigue me jouait des tours. Je n'avais pas beaucoup dormi ce jour-là, Lautaro étant malade et Sofia piquant des crises. Je posai la bouteille thermos sur la table et attrapai la lampe torche. Mes pas résonnèrent dans le couloir vide tandis que je m'approchais du bruit. Les pleurs devenaient plus clairs, plus proches, mais je ne voyais personne. Le couloir aboutissait à une porte métallique menant à l'escalier de secours, toujours verrouillé. Je m'arrêtais à quelques pas de la porte, la lampe torche pointée vers le sol. Les pleurs cessèrent brusquement comme si quelqu'un avait fermé un robinet. Le silence qui s'installa était pesant, presque palpable. Comme toujours, je vérifiais la porte verrouillée. Il n'y avait personne. Pas une ombre, pas une trace. Juste l'écho de mes pas et le léger craquement du linoléum sous mes pieds. Je retournai à mon poste, le cœur battant plus vite que je ne voulais l'admettre. Je pensais qu'il s'agissait peut-être d'un patient d'une autre aile, ou que le bruit s'était infiltré par une fenêtre, mais les fenêtres de cet étage étaient fixes, scellées. J'essayais de ne pas trop m'attarder là-dessus. Marcella a levé les yeux quand je suis passé devant son bureau et lui a demandé si tout allait bien. Je lui ai répondu que oui, que j'étais juste allé vérifier un bruit. Je ne voulais pas lui en dire plus. Non pas par peur qu'elle rie, mais parce que je n'étais pas sûr de ce que j'avais entendu. Je suis resté assis et j'ai essayé de me concentrer sur mon carnet, mais chaque bruit de l'hôpital, le vrombissement de l'air, le bip lointain d'un moniteur, me donnait le vertige. En rentrant, le soleil se levait déjà. Clara était réveillée et préparait le petit déjeuner pour les garçons. Tout en tartinant de confiture sur des toasts,
Je lui ai parlé de ses pleurs, espérant qu'elle me donnerait une explication logique. « Serait-ce la fatigue, Diego ?» demanda-t-elle sans même me regarder. « Ou une vieille plomberie? Ces bâtiments sont en désordre. » J'ai hoché la tête. Même si je n'étais pas convaincu, le bruit ne ressemblait pas à celui de la plomberie, et c'était humain, trop humain. Mais je ne voulais pas insister. Lautaro avait encore de la fièvre, et Clara s'inquiétait pour lui. Ce n'était pas le moment de parler de ma paranoïa. Le lendemain soir, je suis arrivé à l'hôpital mêlé de curiosité et de nervosité. Je ne voulais pas l'admettre, mais une partie de moi espérait entendre à nouveau ce cri. Je voulais m'assurer que ce n'était pas mon imagination. La routine était la même. Vérifier les portes, saluer l'infirmière de garde. Ce soir-là, c'était Laura, une nouvelle qui parlait à peine, et m'asseoir avec mon compagnon. Tout était calme jusqu'à 1 heure du matin. Puis le silence est revenu. Les pleurs étaient identiques, profonds, brisés, emplis de douleur. Ils provenaient du même couloir, près de l'escalier de secours. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai attrapé la lampe torche et j'ai marché rapidement, presque en courant. Le bruit s'est intensifié à mesure que je m'approchais. Mais arrivé au bout du couloir, il s'est à nouveau interrompu. Silence absolu. J'ai vérifié la porte fermée de la cage d'escalier, aucun signe que quelqu'un l'ait touchée. J'ai balayé le couloir avec ma lampe torche, à la recherche de quelque chose. Une ombre, un reflet, un objet déplacé, rien, juste le linoléum brillant et les murs blancs. Je suis resté là un moment, respirant bruyamment, sentant le métal froid de la porte sous ma main. Rien ne pouvait expliquer ce que j'avais entendu. Je suis retourné au poste de contrôle, le pouls battant la chamade. Laura écrivait quelque chose sur une feuille et n'a même pas levé les yeux. Je lui ai demandé si elle avait entendu quelque chose d'étrange, des pleurs ou autre. Elle m'a regardé d'un air perplexe et a secoué la tête. « Tout est calme ici », dit-il en retournant à son tableur. Je n'ai pas d'insister. Je me suis assis, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur autre chose. Chaque craquement dans le bâtiment, mais chaque ronronnement du climatiseur me mettait en alerte. J'ai terminé mon service en vérifiant la cage d'escalier toutes les demi-heures, mais rien d'autre ne s'est produit. Avant de partir, je suis allé au local de maintenance et j'ai visionné les images des caméras de sécurité. Les images du couloir ne montraient rien, juste un couloir vide avec des lumières clignotant faiblement. De retour à la maison, je n'ai rien dit à Clara. Je ne voulais pas l'inquiéter, ni qu'elle pense que je perdais la tête. Mais je n'arrivais pas à chasser ces pleurs de ma tête. C'était si réel, si cru, que ce ne pouvait pas être juste mon imagination. J'ai passé la journée à consulter mon téléphone de temps en temps, comme si j'espérais trouver des nouvelles de l'hôpital, qui expliqueraient ce que j'avais entendu. Je n'ai rien trouvé. J'ai essayé de me distraire en jouant avec les enfants, mais même en faisant un puzzle avec Sofia, mon esprit revenait sans cesse au couloir, aux pleurs, à cette porte fermée. Le 3e soir, j'ai décidé de changer ma routine. Au lieu de rester à mon poste, j'ai parcouru les couloirs depuis le début, inspectant chaque recoin. Je ne voulais pas attendre que les pleurs apparaissent. Je voulais les trouver, les affronter. Le service de néonatologie était calme. Les bébés dormaient, et Marcella, de nouveau de service, ne remarqua rien d'anormal. À 1 heure du matin, j'attendais dans la cage d'escalier. Pas un cri, pas un bruit, juste le bourdonnement de l'air et l'écho de mes pas. Je suis resté là près d'1 heure, lampe de poche à la main, à fixer la porte métallique comme si elle pouvait m'apporter une réponse. J'ai ressenti un frisson, non pas dû au froid, mais à quelque chose que je ne pouvais nommer. C'était comme si le couloir lui-même m'observait. Le reste de la semaine s'est déroulé normalement. Je n'ai plus entendu les pleurs. J'ai essayé de parler à des collègues de l'équipe de jour pour leur demander s'ils avaient entendu quelque chose d'étrange au service de néonatologie. Personne ne savait rien. Norma, une infirmière plus âgée, qui travaillait à l'hôpital depuis plus de 20 ans, m'a dit que les vieux bâtiments avaient leurs particularités. Quand je lui ai demandé des explications, il a haussé les épaules et a changé de sujet. J'ai pensé examiner les journaux de sécurité plus en détail, mais je n'avais pas accès à l'intégralité des fichiers et les demander aurait éveillé les soupçons. Je ne voulais pas passer pour un paranoïaque, d'autant plus que j'avais besoin de ce poste. Les jours ont passé et la routine a repris ses droits. Mais quelque chose a changé en moi.
J'ai commencé à remarquer les détails. Une ombre qui semblait bouger au coin de mon œil, un étrange reflet sur les caméras, un craquement inexplicable. Ce n'était pas de la peur, ou du moins, je ne voulais pas l'appeler ainsi. C'était comme si l'hôpital m'observait, guettant le moindre faux pas. Parfois, en traversant l'escalier, je ressentais un frisson incompréhensible, comme si l'air s'était épaissi. Une nuit, en vérifiant les caméras, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur l'un des enregistrements, la lumière du couloir vacillait plus que d'habitude, comme si quelque chose s'était produit devant la caméra. Mais il n'y avait rien sur l'image, juste un éclair, un moment d'obscurité. Quelques semaines plus tard, en faisant ma tournée, j'ai trouvé quelque chose. Sur le sol, près de la porte de l'escalier, il y avait une petite tache sombre. Ça aurait pu être n'importe quoi, une tache de café, une empreinte de chaussure. Mais je me suis penché et je l'ai touché du doigt. C'était collant, comme si ce n'était pas complètement sec. Ça ne sentait rien d'identifiable. Je l'ai essuyé avec un chiffon et je n'ai rien dit à personne. Rien ne laissait présager quelque chose de grave, mais j'y pensais sans cesse. Les jours suivants, j'ai fouillé le sol du couloir avec obsession, à la recherche d'une autre tache, d'une trace qui me donnerait un indice. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai plus jamais entendu de pleurs, mais l'hôpital n'a plus jamais été pareil. Chaque nuit, en traversant ce couloir, je ressentais quelque chose. Un murmure à peine audible, un bruissement dans l'air, un courant d'air froid qui ne devrait pas être là. Parfois, quand j'éteignais la lampe torche, je croyais voir une ombre bouger dans l'obscurité. Mais quand je la rallumais, il n'y avait plus rien. Je ne sais pas si c'était ma tête. Soit l'épuisement et le stress des nuits blanches me pesaient, soit l'hôpital recelait quelque chose que je ne comprenais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je franchis cette porte métallique, je scrute le sol à la recherche d'une autre tâche, et une partie de moi espère ne pas la trouver. Mais une autre partie que je refuse d'admettre, c'est que tôt ou tard, je retrouverai quelque chose. Et je ne suis pas sûr de vouloir savoir ce que c'est. L'écran du moniteur clignotait, une lueur illuminant mon visage dans le bureau sombre. Il était 2 heures du matin, et le silence dans le bâtiment du cabinet de conseil informatique où je travaillais depuis 2 mois était si dense que je pouvais presque le toucher. Mes doigts parcouraient le clavier à toute vitesse, essayant de corriger un bug dans le système de gestion des données, qui devait être prêt pour la démo du lendemain. La pression était étouffante. Si je ne le finissais pas, mon patron, un homme à l'œil vif et peu bavard, me le ferait payer en heures supplémentaires. Ou pire, en une de ces conversations avec mes descendants qui me ferait comprendre que ma position était en jeu. Le bureau était situé au 10e étage d'un immeuble moderne du centre-ville. D'immenses fenêtres entouraient l'espace, dévoilant un horizon de lumière vacillante qui semblait se moquer de ma fatigue. J'étais le seul encore là. Mes collègues étaient partis depuis des heures, laissant derrière eux des tasses de café, vides et des post-it collés sur leurs écrans. Le climatiseur ronronnait doucement, un murmure constant qui, au lieu de me calmer, me déstabilisait. De temps à autre, un craquement ou un claquement résonnait dans l'espace vide, et j'attribuais ces bruits au tassement du bâtiment ou aux tuyaux. Du moins, c'est ce que je me disais pour ne pas trop réfléchir. Ce n'était pas la première fois que je restais tard. Depuis que j'avais rejoint le cabinet de conseil, les longues journées étaient monnaie courante. Mais ce soir, c'était différent. Il y avait quelque chose dans l'air, une lourdeur inexplicable. Peut-être était-ce la fatigue accumulée ou le stress de ne pas avoir parlé à ma sœur depuis des semaines. Elle habitait à 2 heures de la ville, et même si nous discutions souvent, mon nouveau travail m'avait complètement absorbé. Je me suis promis de rappeler le lendemain de la démo si je survivais à ce marathon de codage. Le problème avec le programme était une erreur de base de données qui provoquait des doublons aléatoires. J'avais passé des heures à éplucher des lignes de code, suivant des indices qui ne menaient nulle part. Chaque fois que je pensais être proche d'une solution, une nouvelle erreur apparaissait, comme si le système vivait de son propre chef et refusait d'être corrigé. Je me frottais les yeux, sentant la fatigue me gagner les tempes. J'avais besoin d'un café. Je me levais, étirais mes jambes engourdies et me dirigeais vers la cuisine au bout du couloir. Le couloir était sombre, éclairé seulement par les lumières de secours qui émettaient une lueur verdâtre, mais pas résonnée sur le carrelage.
un écho qui semblait s'amplifier dans le silence. La cuisine était un petit espace avec une vieille machine à café et un réfrigérateur toujours vide. Alors que je remplissais une tasse, j'entendis un bruit. Ce n'était pas le craquement habituel du bâtiment, mais quelque chose de plus distinct, comme un bruit sourd, comme si quelqu'un avait laissé tomber quelque chose de lourd. Je restais immobile, la tasse à la main, attendant que le bruit se répète. Rien, juste le bourdonnement de la climatisation et les battements de mon cœur qui me parurent soudain trop forts. Je suis retourné à mon bureau, essayant de me convaincre que ce n'était rien. Probablement une chaise oubliée ou un objet tombé dans un bureau. Mais en m'asseyant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon écran d'ordinateur était éteint. Pas en veille, mais complètement éteint, comme si quelqu'un l'avait débranché. J'ai froncé les sourcils et appuyé sur le bouton d'alimentation de l'écran. L'écran revint à la vie. Mais le code que j'étais en train de réviser avait disparu. À la place, la fenêtre de l'éditeur affichait un fichier vide. Mon estomac se serra. J'avais sauvegardé ma progression moins de 10 minutes auparavant. Impossible de l'effacer. J'ai seulement vérifié l'historique des modifications. L'explorateur de fichiers et même la corbeille. Rien, le fichier avait disparu. Mon premier réflexe a été de blâmer le système. Un bug du serveur ou une erreur de contrôle de version. Mais j'ai alors vu quelque chose qui m'a glacé le sang. En bas à droite de l'écran, le curseur clignotait sur un nouveau fichier texte dont je ne me souvenais pas l'avoir ouvert. Il n'y avait qu'une seule ligne d'écriture. « Pourquoi êtes-vous ici si tard ?» Je fixais ces mots. Un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était ni mon écriture ni mon style. Quelqu'un avait tapé ça pendant que j'étais dans la cuisine. J'ai regardé autour de moi, mais le bureau était vide. Les bureaux de mes collègues, leurs écrans éteints, ressemblaient à des ombres immobiles dans la pénombre. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte principale du bureau, verrouillée depuis le départ du dernier collègue à 9 heures. J'ai vérifié, elle était toujours verrouillée. Personne n'avait pu entrer. Je suis retourné à mon bureau en essayant de garder mon calme. C'était probablement une blague. Quelqu'un avec un accès distant au système, peut-être un collègue qui jouait un tour, mais qui? Personne dans l'équipe n'avait un sens de l'humour tordu, et tout le monde était aussi épuisé que moi. J'ai décidé d'ignorer l'incident et de me concentrer sur la récupération du fichier perdu. J'ai connecté mon ordinateur portable au serveur de sauvegarde, priant pour qu'il y ait une copie récente. Alors que la barre de progression défilait lentement, j'entendis un autre bruit. Cette fois, c'était un grincement, comme si quelqu'un traînait quelque chose sur le sol depuis le couloir. Je me figeais, retenant mon souffle. Le bruit cessa, mais je sentais maintenant une présence, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais qui était là, qui m'observait. L'idée que quelqu'un soit avec moi dans l'immeuble, au cachet dans le noir, me donnait la chair de poule. J'ai pensé appeler la sécurité, mais mon téléphone était sur le bureau et je ne voulais ni bouger ni faire de bruit. Au lieu de cela, j'ai ouvert le tiroir où je rangeais mes affaires et j'ai sorti une petite lampe de poche que j'avais toujours sur moi en cas de panne de courant. Je l'ai allumée et pointée vers le couloir. La lumière vacillante éclairait les murs blancs et le sol brillant, mais il n'y avait rien, seulement des ombres qui s'allongeaient et se tordaient sous l'éclat. Je marchais lentement vers le couloir, lampe torche à la main, le cœur serré. Chaque pas était une décision consciente, une lutte entre la peur qui me poussait à rester immobile et le besoin de savoir ce qui se passait. Arrivé au bout du couloir, près de la salle de conférence, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté net. La porte de la pièce, toujours fermée, était entr'ouverte. Je me suis approché, sentant l'air se rafraîchir à mesure que j'avançais. J'ai poussé la porte avec précaution et ma lampe torche a éclairé l'intérieur. La pièce était vide, mais sur le tableau blanc, quelqu'un avait écrit au marqueur rouge « Vous ne devriez pas être ici ». Les lettres étaient grandes, mélangées comme tapées à la hâte. Mon esprit s'emballait. Était-ce la même personne qui avait tapé sur mon ordinateur? Ou quelqu'un d'autre? L'idée qu'il puisse y avoir plusieurs personnes, me traquant dans le noir, me fit sursauter. Je suis retourné à mon bureau en courant, déterminé à terminer mon travail et à partir au plus vite. Mais à mon arrivée, mon ordinateur portable était éteint, pas en veille, pas avec une batterie à plat, mais éteint, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton d'alimentation.
Je l'ai allumé et pendant que j'attendais qu'il se charge, j'ai entendu un nouveau bruit, des pas lents et posés venant de l'autre bout du bureau. Ce n'étaient pas mes propres pas secs, ils étaient plus lourds, comme ceux de quelqu'un marchant en bottes. Je me suis retourné, braquant ma lampe torche, mais le faisceau n'a pas atteint cette distance. Les ombres semblaient bouger, mais je n'en étais pas sûr. J'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester là, pas avec quelqu'un ou quelque chose qui rôdait. J'ai attrapé mon sac à dos, y ai fourré mon ordinateur portable et me suis dirigé vers la porte d'entrée. Mais en arrivant, la clé n'était pas dans la serrure. Je l'avais laissée là, j'en étais sûr, car je le faisais toujours pour ne pas la perdre. J'ai vérifié mes poches, le sol, et je suis même retourné au bureau pour la chercher. Rien, j'étais coincé. La panique commençait à m'envahir, mais je me forçais à réfléchir. Il y avait une autre issue, l'escalier de secours au bout du couloir d'en face. Je courus vers elle, ignorant les bruits qui semblaient maintenant venir de partout. Un craquement ici, un murmure là. Arrivé à la porte de l'escalier, je poussai fort. Mais elle était fermée par un cadenas que je n'avais pas remarqué auparavant. Il était neuf, brillant, comme si quelqu'un l'avait posé là la nuit même. Je restais là, la lampe de poche tremblante dans ma main. Les pas se rapprochaient, de plus en plus clairs. Je ne savais pas quoi faire. Je pouvais me cacher sous un bureau, mais si quelqu'un me cherchait, il me trouverait tôt ou tard. Je pouvais affronter n'importe qui, mais je n'avais rien d'autre que la lampe de poche pour me défendre. Je décidai de retourner dans la salle de conférence, le seul endroit avec une fenêtre assez grande pour tenter une action désespérée, comme briser la vitre et appeler à l'aide. Quand je suis arrivé dans la salle, le tableau était propre. Les mots rouges avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais je n'ai pas eu le temps de les assimiler. Des pas résonnaient juste devant la porte. Je me suis caché derrière une table, éteignant ma lampe torche et retenant mon souffle. La porte s'ouvrit lentement et je vis une ombre projetée sur le mur. Elle était grande et dégingandée, mais je ne distinguais aucun autre détail. L'ombre restait immobile, comme si elle savait que je me cachais. Je ne sais pas combien de temps s'écoula. Des minutes, peut-être des heures. L'ombre ne bougea pas, mais elle n'entra pas non plus. Finalement, j'entendis un clic, comme le bruit d'un interrupteur. Les lumières du bureau s'allumèrent, m'aveuglant momentanément. Une fois ma vue habituée, la pièce était vide, la porte fermée et il n'y avait personne. Je me suis précipité vers la porte d'entrée, ne sachant pas à quoi m'attendre. La clé était là, dans la serrure, comme si elle n'avait jamais été retirée. Je suis sorti dans le couloir de l'immeuble, j'ai pris l'ascenseur et je n'ai regardé en arrière qu'une fois dehors. L'air froid du petit matin me fouettait le visage, mais je ne me suis arrêté qu'une fois arrivé à mon appartement. Je ne suis pas retourné au bureau le lendemain. J'ai envoyé un mail de maladie et passé la journée à consulter mon ordinateur portable. Le fichier de code était là, intact, comme si de rien n'était. Mais le fichier texte, celui qui disait « Pourquoi êtes-vous ici si tard ?» n'était pas là. J'ai fouillé chaque dossier, chaque sauvegarde, rien. J'ai appelé mon patron pour lui expliquer, mais il m'a coupé la parole, me disant que la démonstration avait été un succès, que le système fonctionnait parfaitement. Je ne comprenais pas comment, mais je n'ai rien demandé. Des semaines plus tard, j'ai démissionné. J'ai trouvé un autre emploi, avec des horaires plus humains. Mais parfois, quand je suis seul dans mon appartement, j'entends un craquement, un grattement, comme si quelqu'un traînait quelque chose par terre. J'éteins la lumière. Je regarde par la fenêtre et jure apercevoir une ombre immobile dans la rue qui m'observe. Je ne sais jamais si c'est réel ou si mon esprit me trahit, mais je ne vais pas à la fenêtre pour le savoir. L'odeur de peinture fraîche flottait encore dans la maison à mon arrivée. C'était une de ces maisons neuves à la périphérie de Querétaro, dans un quartier qui semble tout droit sorti d'un magazine. Des maisons identiques, des jardins impeccablement entretenus. Un silence absolu après 21 heures. J'avais 19 ans. Je commençais tout juste mes études et j'avais besoin d'argent pour payer mes livres et le bus. Alors, quand j'ai vu l'annonce dans un groupe, WhatsApp recherchant une nounou pour garder 2 enfants, quelques heures par semaine, je n'ai pas hésité. Le salaire était bon, l'horaire n'interférait pas avec mes cours et la famille semblait convenable. 2 médecins qui travaillaient de nuit à l'hôpital. Je pensais que ce serait facile.
La maison des Ramirez était grande, haute de 2 étages, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du jour. La première fois que je suis entré, le docteur Ramirez, une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux tirés en arrière en un chignon soigné, m'a accueilli avec un sourire fatigué. Elle m'a expliqué qu'elle et son mari, le docteur Morales, travaillaient aux urgences et avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants. Matteo, 6 ans, et Sofia, 3 ans, les vendredis soirs de 20h à minuit. Seulement 4 heures par semaine. Les enfants dormaient déjà la plupart du temps, alors je devais être là au cas où ils se réveilleraient. C'est une maison tranquille, dit-elle en me montrant la chambre des enfants au 2e étage. Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, comme si elle était pressée de mettre fin à la conversation. Je n'y ai pas prêté attention. J'étais nerveuse. C'était mon premier babysitting et je voulais faire bonne impression. Le premier soir, après le départ des médecins, je me suis installé dans le salon. La maison était impeccable, avec des meubles modernes et une odeur citronnée provenant du sol fraîchement lavé. Les enfants dormaient à l'étage et j'étais assise sur le canapé avec mon téléphone portable et une bouteille d'eau. Tout était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. J'ai consulté mes réseaux sociaux, envoyé quelques messages à mon ami Carla pour lui dire que tout allait bien et essayé de me détendre, mais en vain. Il y avait quelque chose dans l'air, une lourdeur inexplicable. Ce n'était ni froid ni bruyant, c'était comme si quelqu'un m'observait de loin. J'ai secoué la tête, pensant que c'était le stress du débutant. Vers 9h du matin, alors que je regardais une vidéo sur mon téléphone portable, j'ai ressenti un chatouillement dans l'oreille droite, comme si quelqu'un avait soufflé doucement de l'air froid, ce qui m'a donné des picotements. Je me suis redressé brusquement et j'ai regardé autour de moi. Le salon était vide, les lumières allumées, les rideaux tirés. Je pensais qu'une fenêtre était peut-être ouverte, mais elles étaient toutes fermées. Je me suis frotté l'oreille, essayant de me convaincre que c'était juste mon imagination. Je me suis levé et suis allé à la cuisine, juste pour bouger, pour me défouler. J'ai vérifié toutes les portes verrouillées. La maison était fermée comme une forteresse. Je suis retourné sur le canapé, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Chaque bruit, le craquement du bois, le tic-tac d'une horloge murale me faisait sursauter. 1 heure plus tard, alors que j'essayais de lire un PDF pour l'école, le même bruit s'est reproduit. Cette fois, c'était une tape sur mon épaule, légère, comme si quelqu'un avait posé 2 doigts et les avait levés rapidement. J'ai pivoté si vite que j'ai failli renverser la bouteille d'eau. Il n'y avait personne. La pièce était la même, brillamment éclairée, silencieuse. Mon cœur battait fort et un instant, j'ai pensé monter voir les enfants. Mais je ne voulais pas les réveiller. Et le docteur Ramirez avait été clair. Il suffit de monter et d'entendre quelque chose d'étrange. Je suis resté assis, les mains crispées sur mon téléphone, scrutant chaque recoin de la pièce. Il ne s'est rien passé d'autre cette nuit-là, mais quand les médecins sont arrivés à minuit, j'étais si tendu que je pouvais à peine parler. Ils m'ont payé, remercié, et je suis parti, courant presque vers ma voiture. Je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé, pas même à Carla, je me sentais ridicule. Qu'allais-je dire? Que j'avais senti un murmure à mon oreille? Que quelqu'un m'avait tapé sur l'épaule dans une maison vide? Je me suis dit que j'étais peut-être fatigué, que la pression des études et du nouveau travail me mettait à cran. J'ai décidé de retourner à l'hôpital la semaine suivante. J'avais besoin d'argent et je ne voulais pas passer pour une nounou qui s'énerve pour un rien. Le vendredi suivant, je suis arrivé avec un mélange de nervosité et de détermination. Cette fois, j'avais apporté des écouteurs et un carnet pour prendre des notes, pensant que m'occuper aiderait. Les enfants dormaient comme d'habitude. Et le docteur Ramirez m'a donné les mêmes instructions avant de partir avec son mari. Je me suis assis sur le canapé, j'ai mis de la musique douce et j'ai essayé de me concentrer sur mes tâches. Tout allait bien jusqu'à 22h. J'étais en train d'écrire quand j'ai senti à nouveau le souffle, cette fois dans ma nuque. C'était plus fort, comme si quelqu'un avait ouvert la bouche juste derrière moi. J'ai retiré mon casque et me suis levé en tournant sur moi-même. Rien. Le salon était vide, les lumières allumées, les rideaux immobiles. Mais cette fois,
Je ne suis pas resté immobile. J'ai inspecté tout le rez-de-chaussée. La cuisine, la salle à manger, la salle de bain d'invités, tout était en ordre. Je suis monté au premier étage, mon téléphone à la main et la lampe de poche allumée. Malgré les lumières du couloir allumées, les enfants dormaient paisiblement. Leur respiration douce s'entendait depuis la porte. Je suis descendu, sentant l'air plus lourd, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Je me suis rassis, mais impossible de revenir à mes notes. Toutes les 2 ou 3 minutes, je regardais par-dessus mon épaule, espérant voir quelque chose, n'importe quoi. Puis vers 11 heures, j'ai de nouveau frappé à la porte. Cette fois, c'était sur mon bras. Un effleurement, comme si quelqu'un avait caressé ma peau. J'ai sursauté et crié, un cri bref, sorti sans le vouloir. Je me suis figé, tendant l'oreille, attendant que les enfants se réveillent, mais rien ne se produisit. La maison resta silencieuse. Je suis allé à la fenêtre du salon, j'ai tiré le rideau et j'ai regardé la rue. Le lotissement était désert. Seuls les phares d'une voiture étaient visibles au loin. J'ai pensé partir, m'éloigner et ne plus jamais revenir, mais je ne pouvais pas laisser les enfants seuls. De plus, comment expliquer aux médecins que j'arrêtais après seulement 2 nuits? Je suis resté jusqu'à minuit, le corps tendu et les sens en alerte. Mais rien d'autre ne s'est produit. À l'arrivée des médecins, j'ai remarqué que le docteur Morales semblait plus sérieux que d'habitude. Il m'a demandé si tout allait bien, et même si j'avais envie de lui dire quelque chose, je me suis contenté de dire que les enfants avaient dormi toute la nuit. Ils m'ont payé et je suis parti. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, repensant à chaque détail de la maison, cherchant une explication. Un voisin, quelqu'un qui entrait sans que je le remarque. Mais les portes étaient fermées. Les fenêtres scellées, impossible. La 3e semaine, j'ai failli ne pas y aller. J'allais envoyer un SMS au docteur Ramirez pour lui dire que je ne pouvais pas continuer. Mais ma mère m'a convaincu de ne pas abandonner si vite. Ce n'est qu'une maison, Anna. Ne te laisse pas abattre par le stress. Alors je suis revenu. Mais cette fois, j'ai emporté une lampe torche plus puissante. Et j'ai laissé mon téléphone portable enregistré sur le canapé au cas où il capterait quelque chose. Je ne voulais pas l'admettre, mais je commençais à penser qu'il y avait quelque chose de louche dans cette maison. Je ne croyais pas aux fantômes. Je ne faisais pas partie de ces gens, mais je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais ressenti. Cette nuit-là, tout était différent. Il n'y avait pas de murmure, pas de coups, mais le silence était encore plus intense. On aurait dit que la maison attendait quelque chose. J'étais assis sur le canapé, la lampe torche dans une main et mon téléphone dans l'autre, vérifiant le son toutes les 10 minutes. Rien, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit de ma respiration. À 10h30, je suis monté voir les enfants, plus par anxiété que par nécessité. Matteo était découvert, alors j'ai délicatement mis le drap sur lui. Sophia dormait, sa peluche serrée contre sa poitrine. Tout était normal. Mais en descendant, j'ai remarqué quelque chose. Une des portes du couloir, celle qui menait au bureau du docteur Morales, était entr'ouverte. J'étais persuadé qu'elle était fermée à clé en montant. Je me suis approché avec la lampe torche et j'ai lentement poussé la porte. La pièce était sombre, remplie de cartons déballés. L'air sentait la poussière et le vieux bois, contrairement au reste de la maison. J'ai vérifié avec la lampe torche, mais rien n'était bizarre. J'ai refermé doucement la porte et suis retourné au salon. Mais je ne pouvais m'ôter de la tête l'image de cette porte entr'ouverte. Quelqu'un l'avait laissée ainsi, les médecins, les enfants, ça n'avait aucun sens. J'ai passé le reste de la nuit assis au bord du canapé, la lampe torche allumée, à regarder le couloir. À l'arrivée des médecins, le docteur Morales m'a demandé si j'étais entré dans son bureau. Son ton n'était pas accusateur, mais quelque chose dans sa voix m'a rendu nerveux. J'ai répondu que non, que j'avais seulement vérifié, parce que j'avais vu la porte ouverte. Elle m'a regardé un instant, comme si elle voulait ajouter quelque chose. Mais elle a simplement hoché la tête et m'a payé. Le docteur Ramirez n'a rien dit, m'a juste remercié et m'a raccompagné à la porte. Je n'ai plus jamais travaillé pour eux. Je leur ai envoyé un texto pour leur dire que j'avais un problème avec mon emploi du temps universitaire, et même s'ils m'ont demandé de reconsidérer ma décision, je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas retourner dans cette maison. J'ai réécouté l'enregistrement audio de la veille.
espérant trouver quelque chose. Un murmure, un bruit, n'importe quoi. Il n'y avait rien, juste des parasites et le bruit de mes pas. Mais parfois, quand je suis seul dans ma chambre, je ressens un frisson, comme si quelqu'un était tout près. Soufflant dans mon cou, je regarde autour de moi, sachant qu'il n'y a personne. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Et parfois, quand je traverse le quartier en allant à l'université, j'aperçois de loin la maison des Ramirez. Les lumières sont toujours allumées, mais je ne vois personne. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelque chose attend encore dans cette maison. L'odeur de naphtaline m'a envahi dès que j'ai franchi le seuil de la maison de Doña Clara, dans un quartier calme de Querétaro. C'était un après-midi de novembre, avec ce froid sec qui s'infiltre et vous glace jusqu'aux os. Je m'occupais de Doña Clara depuis 3 mois, une femme d'environ 90 ans qui vivait seule dans une vieille maison à 2 étages du centre-ville. Je travaillais 3 jours par semaine, du lundi au mercredi, l'aidant à prendre ses repas, à prendre ses médicaments et à faire le ménage. Ce n'était pas un travail facile, mais j'en avais besoin. Mon petit frère Diego était au lycée et depuis que ma mère était partie travailler aux États-Unis, c'était moi qui faisais vivre le ménage. Chaque peso comptait. La maison de Doña Clara était un labyrinthe de meubles anciens, de tapis usés et de photos en noir et blanc qui couvraient les murs. Les portraits me rendaient toujours nerveuse. Il y avait quelque chose dans les yeux des gens sur ces photos, comme s'ils me suivaient tandis que je passais avec le plateau de thé ou le balai. Doña Clara, bien que fragile, avait l'esprit vif. Parfois, elle me racontait des histoires de sa jeunesse, de l'époque où Querétaro était plus un village qu'une ville. Mais d'autres fois, elle restait silencieuse, regardant par la fenêtre avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Elle m'a dit que la maison appartenait à sa famille depuis des générations et que chaque recoin gardait ses souvenirs. Je n'ai pas posé d'autres questions pour ne pas paraître indiscret. Ce lundi-là, je suis arrivé à 15 heures. Comme d'habitude, le ciel était couvert et la lumière grisâtre, qui entrait par les fenêtres, rendait la maison plus sombre que d'habitude. Doña Clara était dans son fauteuil préféré, un mitouflé dans une couverture de laine, le regard fixé sur un livre qu'elle ne lisait pas. Elle m'accueillit d'un murmure et me demanda de lui préparer une tisane à la camomille. Tandis que je mettais l'eau à bouillir dans la cuisine, je remarquai que le silence dans la maison était plus pesant que d'habitude. Je n'entendais pas le chant des oiseaux qui se perchaient habituellement dans le jardin, ni le bruit lointain des voitures dans la rue, seulement le tic-tac d'une horloge ancienne dans la salle à manger qui semblait marquer le temps plus lentement que d'habitude. Après avoir laissé le thé à Doña Clara, je suis monté nettoyer la chambre d'amis, une pièce qui ne servait jamais, mais qu'elle tenait absolument à garder impeccable. C'était une corvée que je détestais. La chambre se trouvait au bout d'un long couloir, avec un parquet qui craquait sous mes pas. Les lourds rideaux laissaient à peine entrer la lumière, et l'air sentait toujours la poussière, comme si personne n'avait ouvert les fenêtres depuis des années. Alors que j'époussetais les meubles, j'ai entendu un bruit en bas, comme si quelque chose était tombé. Ce n'était pas un grand bruit, plutôt un grattement, comme si quelqu'un avait déplacé une chaise. J'ai couru en bas, pensant que Doña Clara s'était levée et avait peut-être trébuché. Je l'ai trouvée dans le même fauteuil, son thé intact sur la table. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien entendu, que c'était probablement le vent qui faisait bouger quelque chose dans le jardin. Mais quand je suis sorti pour vérifier, le jardin était calme, sans un seul souffle d'air. Je suis rentré à la maison avec un nœud au ventre que je ne pouvais expliquer. J'ai décidé de continuer mes tâches. Mais je n'arrivais pas à me sortir ce bruit de la tête. Il était trop précis, trop délibéré. Ce soir-là, Doña Clara m'a demandé de rester un peu plus tard. Elle voulait que je l'aide à ranger des cartons au sous-sol, ce dont je n'avais jamais parlé auparavant. L'idée ne me plaisait pas. J'évitais d'y aller. Il y faisait sombre, avec une odeur de terre humide qui collait aux vêtements, et les ampoules clignotaient comme si elles allaient griller. Mais je ne pouvais pas refuser. Elle me payait bien, et j'avais besoin d'argent pour payer les frais de scolarité de Diego. Alors, armé d'une lampe torche que j'avais toujours dans mon sac à dos, je descendis l'escalier en bois qui craquait sous mon poids. Le sous-sol était un fouillis de cartons empilés, de meubles recouverts de draps et de bric-à-brac
qui semblait avoir été oublié depuis des décennies. Doña Clara m'avait donné des instructions claires. Trouver une boîte en bois avec un cadenas rouillé et l'apporter dans la salle à manger. Tandis que je fouillais dans les affaires, la lampe de poche éclaira quelque chose qui me fit m'arrêter. Dans un coin, à moitié caché sous un drap, se trouvait une petite porte d'1 mètre de haut à peine. Je ne l'avais jamais vue et je ne me souvenais pas que Doña Clara l'ait mentionnée. Je m'approchais, ressentant un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid du sous-sol. La porte était verrouillée par un cadenas neuf et brillant qui contrastait fortement avec le bois éclaté. Je touchai le cadenas et le métal me parut glacé. Un instant, j'hésitais à l'ouvrir. J'avais un coupe-ongle et une lime dans mon sac à dos qui auraient pu l'ouvrir, mais quelque chose m'en a empêché. C'était une sensation viscérale, comme si mon corps savait quelque chose que mon esprit refusait d'accepter. J'ai décidé d'ignorer la porte et de continuer à chercher la boîte. Je l'ai trouvée quelques minutes plus tard, poussiéreuse mais intacte, et je suis monté à l'étage pour aller à la salle à manger. Doña Clara parut soulagée en la voyant, mais elle ne dit rien d'autre. Elle me remercia simplement et me demanda de bien fermer la maison avant de partir. Ce soir-là, en me dirigeant vers l'arrêt de bus, je ne cessais de penser à cette porte. Il y avait quelque chose qui me perturbait, quelque chose que je ne pouvais nommer. En rentrant, Diego dormait déjà, mais je ne pouvais pas fermer l'œil. Je fixais le plafond, écoutant le chant des grillons dehors, me demandant pourquoi cette porte me mettait si mal à l'aise. Mardi, je suis rentré chez moi, le cœur lourd. Tout semblait normal. Doña Clara était plus calme que d'habitude. Mais ce n'était pas inhabituel pour elle. Alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine, j'entendis le même grincement de chaise, plus distinct cette fois, comme si quelqu'un l'avait fait exprès. Je courus à la salle à manger, mais rien ne détonnait. La chaise était à sa place, la table était propre, l'horloge tic-tac monotone. J'ai demandé à Doña Clara si elle avait entendu quelque chose. Et elle m'a répondu que non, que c'était peut-être le voisin qui travaillait dans son jardin, mais que je savais que ce n'était pas le cas. Le bruit venait de l'intérieur de la maison. Cet après-midi-là, alors que je pliais du linge dans la chambre de Doña Clara, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Dans le miroir de la coiffeuse, j'ai vu un reflet qui n'était pas le mien. Ce ne fut qu'une seconde. L'apparition soudaine d'une silhouette grande et mince derrière moi. Je me retournai, le cœur serré, mais il n'y avait personne. La pièce était vide, à l'exception du craquement du bois et de l'odeur de naphtaline. J'inspectais chaque recoin, même sous le lit, mais je ne trouvais rien. Je décidai de ne rien dire à Doña Clara. Je ne voulais pas l'inquiéter, et une partie de moi craignait qu'elle me prenne pour un fou. Mercredi, mon dernier jour de travail de la semaine, tout a dégénéré. Je suis arrivé tôt, avec l'intention de finir vite et de partir avant la nuit. Mais Doña Clara était plus agitée que jamais. Il m'a demandé de vérifier à nouveau le sous-sol, à la recherche d'une clé qu'il avait perdue. Je ne voulais pas y aller, mais je n'avais pas le choix. En fouillant dans les cartons, j'ai entendu un grand bruit sourd, comme si quelqu'un avait fermé une porte. Je me suis retourné, la lampe de poche tremblant dans ma main, et j'ai vu que la petite porte était maintenant entr'ouverte. Le cadenas était cassé, comme si quelqu'un l'avait forcé. Je m'approchais, sentant l'air se rafraîchir à chaque pas. La lampe torche éclairait un couloir étroit derrière la porte, dont les murs de briques humides sentaient le moisi. Je n'en voyais pas le bout, mais j'entendis un murmure, comme si quelqu'un respirait bruyamment. Mon premier réflexe fut de fermer la porte et de courir, mais quelque chose m'en empêcha. J'ai pensé à Doña Clara, à la façon dont elle semblait en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître, et je me suis demandé si elle était en danger, et si quelqu'un se cachait dans la maison à l'affût. J'ai pris une décision. J'ai pénétré dans le couloir avec ma lampe torche comme seul moyen de défense. Le couloir était plus long que prévu, et l'air devenait plus lourd à chaque pas. Les murs étaient couverts de marques, comme si quelqu'un avait griffé la brique avec ses ongles. Au bout se trouvait une autre porte, en métal celle-là, avec une serrure qui semblait neuve. Je la poussai, mais elle ne bougea pas. Alors que j'essayais de la forcer, j'entendis des pas derrière moi. Ce n'étaient pas les pas fragiles de Doña Clara. Ils étaient lourds, posés. Je me suis retourné, mais le couloir était vide. La lampe de poche vacillait, et pendant un instant,
J'ai cru apercevoir une ombre bouger au bout du couloir. Je suis retourné au sous-sol en courant. J'ai fermé la petite porte et j'ai gravi les escaliers en titubant. Arrivé à la salle à manger, Doña Clara se tenait là, avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Il m'a regardé intensément et m'a dit que je n'aurais pas dû descendre, qu'il valait mieux laisser certaines choses de côté. Je ne savais pas quoi dire. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti sans me retourner. Cette nuit-là, je n'ai rien dit à Diego. Je ne voulais pas l'inquiéter et une partie de moi n'était pas sûre de ce que j'avais vu. Le lendemain, j'ai appelé Doña Clara pour lui dire que je ne pouvais plus travailler pour elle. Il ne m'a donné aucune explication, se contentant de dire qu'il comprenait et me souhaitait bonne chance. Je ne suis jamais retourné dans cette maison. Des semaines plus tard, en traversant le quartier en voiture, j'ai constaté que la maison était à vendre. Les fenêtres étaient condamnées et le jardin, autrefois rempli de plantes, était maintenant un terrain sec et abandonné. J'ai interrogé un voisin qui était passé par là avec Doña Clara et il m'a dit qu'elle était partie vivre chez une nièce dans une autre ville, mais quand j'ai mentionné la porte du sous-sol, son visage a changé. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas de quoi je parlais, que la maison n'avait pas de sous-sol. Parfois, quand je traverse le centre-ville de Querétaro, j'évite cette rue, mais il y a des nuits où je rêve du couloir, avec les traces sur les murs et le bruit de ses pas lourds. Je me réveille avec l'impression que quelqu'un se tient au pied de mon lit et m'observe. Je ne regarde jamais. Je ferme les yeux et j'attends que ça passe. L'enseigne au néon de la pharmacie scintille par intermittence, projetant des ombres dansantes sur le comptoir. Il est 3 heures du matin. Dans une rue à moitié déserte de Guadalajara, et le travail de nuit à la pharmacie ouverte 24h/24, où je travaille depuis 6 mois, me laisse au bord de l'épuisement. L'air sentait le désinfectant et cet arôme indéfinissable de médicaments qui imprégnait les vêtements. Dehors, la ville semblait retenir son souffle. Seul le grondement lointain d'un camion rompait le silence intérieur. Le ventilateur de plafond ronronnait avec un grincement qui me mettait les nerfs à vif. J'étais pharmacienne depuis 3 ans, mais ce travail de nuit était nouveau pour moi. Je l'ai accepté car il était mieux payé. Et avec mon père malade à la maison, chaque peso supplémentaire était une bénédiction. Il était diabétique et entre les rendez-vous, les médicaments et les factures, mon salaire de jour n'était pas suffisant. Ma sœur Carla m'aidait du mieux qu'elle pouvait, mais elle avait sa propre famille à Zapopan et je ne voulais pas l'accabler davantage. J'étais donc seul dans la pharmacie, entouré d'étagères remplies de boîtes de paracétamol, de sirop contre la toux et de pansements, attendant que quelqu'un vienne rompre la monotonie. Ce soir-là, l'atmosphère était plus pesante que d'habitude. La chaleur de Guadalajara, même en octobre, s'infiltrait par les fentes de la porte automatique, qui s'ouvrait parfois toute seule, comme si quelqu'un la poussait de l'extérieur. J'ai toujours attribué cela à un capteur défectueux, mais ce soir-là, à chaque ouverture, je me suis retrouvé à regarder dans la rue, espérant croiser quelqu'un. Personne n'apparaissait, seulement le reflet des néons et des flaques d'eau sur le trottoir, vestige d'une pluie tombée des heures plus tôt. Je vérifiais l'inventaire sur l'ordinateur lorsque j'ai entendu un grand bruit sourd au fond de la pharmacie où se trouvait l'entrepôt. Je restais immobile, les mains posées sur le clavier. L'entrepôt était une petite pièce, remplie de cartons empilés et d'une odeur de carton humide qui persistait. Je crus qu'un carton était tombé. Ce ne serait pas la première fois. Je me levais, attrapais la lampe torche que je gardais sous le comptoir et me dirigeais vers la porte de l'entrepôt. Le couloir était sombre, éclairé seulement par une unique ampoule qui vacillait, comme si elle était sur le point de griller. On ne frappa plus, mais quelque chose dans le silence me fit réfléchir. Et si ce n'était pas une caisse enregistreuse? Et si quelqu'un était entré par effraction? La pharmacie était dans un quartier relativement sûr, mais il n'était pas rare d'entendre des histoires de cambriolage. Dans les commerces de nuit, il y avait un bouton d'alarme sous le comptoir, mais je ne l'avais jamais utilisé auparavant. Et l'idée d'appuyer dessus, à cause d'un bruit qui n'était peut-être rien, me semblait excessive. J'ai quand même vérifié la porte arrière de l'entrepôt. Elle était verrouillée, comme toujours. Je l'ai ouverte avec précaution, éclairant l'intérieur avec ma lampe de poche.
Les cartons étaient en place, les étagères bien rangées, rien d'anormal. Mais tandis que je balayais la pièce avec la lumière, j'ai vu quelque chose qui m'a arrêté, net, une empreinte de pas mouillé sur le sol. Comme si quelqu'un, aux chaussures mouillées, avait traversé la moitié de l'entrepôt avant de disparaître. Je me suis dit que c'était impossible. La porte était fermée et personne n'avait pu entrer sans que je le remarque. J'ai vérifié les images des caméras de sécurité depuis l'ordinateur du comptoir, mais celles de l'entrepôt étaient floues, comme si un brouillard avait recouvert l'objectif. Les autres caméras, celles de l'entrée et du comptoir, fonctionnaient parfaitement. J'ai décidé de ne pas trop y prêter attention. C'était peut-être un problème système, mais quand je suis retourné à l'entrepôt pour vérifier, l'empreinte avait disparu. Le sol était sec, comme s'il n'avait jamais existé. Je suis retourné au comptoir, le cœur battant plus vite que je ne voulais l'admettre. J'essayais de me concentrer sur l'inventaire, mais chaque bruit, le bourdonnement du néon, le grincement du ventilateur, les craquements du bâtiment me donnaient le vertige. J'ai pensé appeler Carla juste pour entendre une voix familière, mais je ne voulais pas l'inquiéter à cette heure-là. À la place, j'ai mis une musique douce sur mon téléphone pour briser le silence. Ça n'a servi à rien. Toutes les 2 ou 3 minutes, je jetais un coup d'œil vers la porte automatique, espérant qu'elle s'ouvrirait à nouveau. Vers 16 heures, un client est entré. C'était inhabituel d'avoir des visiteurs à cette heure-là, mais pas inhabituel. C'était un homme d'un certain âge, vêtu d'une veste usée et d'une casquette qui lui couvrait la moitié du visage. Il m'a demandé un flacon d'aspirine et du sirop contre la toux. En cherchant les provisions, j'ai remarqué qu'il me fixait sans cesse. Ce n'était pas le regard habituel de quelqu'un qui attend sa monnaie. Il était intense, comme s'il m'observait. Je lui ai rapidement réglé l'addition, et lorsqu'il est parti, j'ai vérifié que la porte était bien fermée. Mais en retournant au comptoir, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur le ticket de caisse que l'homme avait laissé, quelqu'un avait griffonné un mot à l'encre noire. Attention. Je n'avais pas reconnu l'écriture, et je n'avais pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit pendant que je le servais. J'ai vérifié le ticket sur la caméra de surveillance, mais l'image était nette. L'homme n'avait pas touché un stylo. Il l'avait laissé dans le Monster biodisponible et était parti. Je fixais le ticket de caisse, le mot « Attention » me brûlant les yeux. Je décidais de le jeter et de continuer mon travail, mais le sentiment que quelque chose clochait persistait. Le reste de la nuit fut un cauchemar. Chaque ombre semblait bouger, chaque bruit semblait un avertissement. Je décidai d'inspecter l'entrepôt une dernière fois, cette fois avec mon téléphone portable à la main, prêt à enregistrer si je remarquais quelque chose d'étrange. En arrivant dans la pièce, l'air était plus froid que d'habitude, et l'odeur du carton mouillé se mêlait à quelque chose d'autre, quelque chose de métallique comme de la rouille. J'éclairai les étagères avec la lampe de poche, et je vis une nouvelle empreinte de pas mouillé, plus grande cette fois, comme si quelqu'un avait piétiné violemment. Mais l'empreinte n'était pas le pire. Sur le mur, écrit à la craie blanche, on aurait dit « Ne te retourne pas ». Mon premier réflexe a été de courir, mais la porte automatique était de l'autre côté de la pharmacie, et il me faudrait traverser le magasin pour y arriver. Shisu-san, je me suis figé, la lampe de poche tremblant dans ma main. C'était une blague. Un voyou avait réussi à entrer, mais la porte arrière était verrouillée et les caméras ne montraient rien. J'ai pensé au bouton d'alarme, mais que pouvais-je dire? Quelqu'un avait écrit sur le mur et laissé une empreinte digitale. Cela semblait ridicule, mais la peur était réelle. J'ai décidé de prendre une photo du message avec mon téléphone portable et de l'essuyer avec un chiffon, avant que quelqu'un d'autre ne le voie. Je ne voulais ni explication, ni question. Alors que je nettoyais le mur, j'ai entendu un nouveau bruit que je ne pouvais ignorer. C'était un grattement, comme si quelqu'un traînait les pieds, venant de l'entrée de la pharmacie. J'ai couru au comptoir, le cœur serré, mais il n'y avait personne. La porte automatique était fermée et les caméras ne montraient rien d'anormal. Cependant, en vérifiant le comptoir, j'ai trouvé quelque chose qui n'y était pas auparavant. Une petite clé ancienne, tachée de rouille. Elle ne venait pas de la pharmacie, ni d'une serrure que je connaissais. Je l'ai mise dans ma poche, bien décidé à ne plus y penser avant la fin de mon service. Les dernières heures avaient été une torture.
Chaque craquement, chaque lueur me faisait regarder autour de moi, espérant apercevoir quelque chose ou quelqu'un caché dans l'ombre. J'ai décidé de ne plus retourner à l'entrepôt, de ne plus toucher à la clé, de ne plus regarder les caméras. À 6 heures du matin, à la fin de mon service, j'ai quitté la pharmacie sans un regard en arrière. L'air frais de Guadalajara me caressait le visage, mais je n'étais pas soulagé. La clé est restée dans ma poche, lourde, comme si elle contenait un secret que je ne voulais pas connaître. Je n'ai plus travaillé de nuit. J'ai demandé à être transféré de jour, prétextant que je devais mieux m'occuper de mon père. Mon patron n'était pas content, mais il a accepté. Je n'ai jamais raconté ce qui s'était passé à personne, pas même à Carla, mais parfois, quand je suis seul à la maison, je sors la clé et je la regarde. Je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas ce qu'elle ouvre. Un soir, je l'ai laissée sur la table de la cuisine et le lendemain, elle était par terre, comme si quelqu'un l'avait déplacée. Parfois, en passant devant la pharmacie en rentrant, je jure voir quelqu'un debout dans l'embrasure de la porte, immobile, une casquette sur le visage. Je ne m'arrête jamais pour regarder. C'était un samedi d'octobre, peu après 2 heures du matin. Les rues de Guadalajara étaient presque désertes, à l'exception de quelques jeunes qui sortaient des bars. Je conduisais pour Uber depuis 1 an, toujours tôt le week-end, car c'était mieux payé. Ce n'était pas mon plan idéal, mais avec ma mère malade et les factures salées, chaque peso comptait. J'aimais le calme de la nuit, le silence de la ville. Jusqu'à cette nuit-là, l'application m'avait assigné un trajet près de la Plaza del Sol. Le passager était Raoul, et le point de rendez-vous était dans une rue sombre du quartier moderne, près d'une zone industrielle. Ce n'était pas l'endroit idéal à 3 heures du matin, mais j'ai accepté. La rue était éclairée par des lampadaires clignotants et un terrain vague au bout. J'ai arrêté la voiture. Devant un portail rouillé aux fenêtres, fermé par des rideaux. Il n'y avait personne. J'ai klaxonné doucement. J'ai consulté mon téléphone. Rien. J'allais annuler quand j'ai ressenti un frisson, comme si quelqu'un était tout près. J'ai regardé dans le rétroviseur. Seul le terrain vague. Les mauvaises herbes au vent volaient. Puis l'application m'a informé que Raoul avait annulé. J'allais démarrer la voiture quand j'ai entendu un grincement sur la vitre du passager, comme des doigts glissant sur la vitre. Je me suis retourné rapidement. Rien. La rue était déserte, les portes verrouillées. J'ai pensé que c'était le vent, même s'il n'y avait pas d'arbres à proximité. J'ai démarré le moteur et je suis parti en essayant de ne pas me retourner. Cette nuit-là, j'ai fait quelques trajets supplémentaires, mais je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment. Chaque rue sombre me mettait en alerte. Je vérifiais constamment mes rétroviseurs. De retour à la maison, je l'ai dit à ma sœur en plaisantant à moitié. Elle a dit que quelqu'un avait peut-être essayé d'ouvrir la porte. J'ai hoché la tête, mais la brosse n'avait pas l'air de ça. C'était plus intentionnel. Dimanche, je suis retourné à mon poste. L'application m'a assigné un autre trajet à 15 heures. Raoul, dans une rue proche de la précédente. J'ai hésité, mais j'ai accepté. J'avais besoin d'argent. Je suis arrivé devant un immeuble à la façade décrépie, sous un lampadaire éteint. Personne n'est sorti, puis le bruit a ralenti, comme s'il voulait que je l'entende. Je n'ai pas regardé, j'ai annulé la course et j'ai continué ma route. Je me suis garé sous un lampadaire et j'ai vérifié la voiture. Il n'y avait aucune trace, mais dans le rétroviseur, j'ai cru apercevoir une ombre sur la banquette arrière pendant 1 seconde. Je me suis retourné. Rien, la voiture était vide. Je n'en ai parlé à personne. Un ami, qui conduisait aussi pour Uber, m'a dit que les passagers annulaient parfois ou donnaient des indications erronées. Je n'ai pas parlé de la brosse ni de l'ombre. J'ai vérifié sur l'application. Les annulations de Raoul n'avaient ni photo de profil ni commentaire, juste ce nom. Le week-end suivant, j'ai hésité à prendre rendez-vous. Mais les médicaments de ma mère n'attendaient pas. Tout allait bien jusqu'à 16 heures, heure à laquelle l'application m'a assigné un autre trajet. Chez Raoul, près de la cathédrale. J'ai annulé immédiatement. En conduisant, j'ai senti un poids, comme si quelqu'un était assis à l'arrière. J'ai regardé dans le rétroviseur. Rien, mais l'air était lourd. Le lendemain, j'ai vérifié la voiture. Sur la banquette arrière, il y avait une trace de doigt mouillé sur le tapis. Ça ne sentait rien. Je l'ai nettoyé, mais je ne pouvais pas l'oublier.
J'ai arrêté les cars du matin. J'ai changé d'horaire, même si je gagnais moins. Je n'ai plus revu Raoul sur l'application. Mais parfois, dans les rues désertes, je sens un chatouillement dans la nuque, comme si quelqu'un respirait à proximité. Je vérifie les rétroviseurs, et même s'il n'y a rien, je ralentis, comme si quelque chose attendait que je m'arrête.